Mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette période très achalandée de fin de session, de veille de Noël. C'est la dernière, comme Véronique le disait, c'est la dernière conférence midi du labo, du Laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal de 2021. C'est une formule que nous avons adoptée avec l'arrivée de la pandémie et finalement, je pense que c'est une formule qui nous plaît beaucoup, qui nous permet de rendre accessibles les travaux, les recherches en cours de membres du laboratoire qui réunit des chercheurs, des partenaires et aussi, bien sûr, des membres étudiants. Le laboratoire cherche depuis plusieurs années à soutenir la recherche des étudiants et des étudiantes qui travaillent, qui font des mémoires et des thèses sous la direction de professeurs, chercheurs, membres du laboratoire. Et cette année, nous avons donné, encore une fois, octroyé 3 bourses, comme nous l'avons fait en 2020-2021. Et les 3 récipiendaires des bourses de 2020-2021 ont généreusement accepté de venir partager avec vous des réflexions, soit sur des résultats de mémoire qui s'achèvent ou de thèses qui sont en cours. Et donc, nous avons donc intitulé cette conférence « Place à la relève, rencontre avec les boursières du LHPM 2020-2021 ». Vous allez entendre 3 présentations assez brèves. On leur a demandé l'impossible, d'essayer de résumer dans une dizaine de minutes leur projet ou leurs résultats. Et ça vous donnera aussi le temps de poser des questions pour approfondir les aspects qui vous intéressent. Donc, d'abord, nous entendrons la doctorante Marisha Posé, dont la thèse et la conférence s'intitule « Du lard au bacon, l'essor d'une industrie porcine au Québec et la consommation de cette denrée 1914-1970 ». Marisha travaille sous ma direction avec aussi Magda Farnier du département d'histoire. Ensuite, Claudel Richard, qui est candidate à la maîtrise et dont le mémoire dirigé par Dany Fougère a pour titre « Cacher ce déchet que je ne saurais voir », la mise en place d'un service de collecte et d'élimination des ordures à Montréal 1868-1920. Et finalement, mais pas la moindre de nos conférencières, Mélissa Benjamin, qui travaille sous la direction de Julia Poyet, et dont le titre est d'une autre personne, et là je me rends compte que je viens d'oublier, elle me corrigera, dont le titre, le mémoire a pour titre « Les clichés à propos de la gladiature véhiculés par les films Péplum dans les représentations des étudiants et étudiantes de cégep, piste d'enseignement ». Donc, sans plus tarder, je cède la parole maintenant à Marisha. Super. Alors, bonjour à tous. Donc, sans répéter, le titre de ma thèse, c'est une thèse qui va s'intéresser, dans le fond, aux transformations qui se produisent au 20e siècle, tout au long de la chaîne de production du porc au Québec, qui inclut l'élevage, l'abattage, la distribution, la vente au détail et la consommation. Alors, dans le fond, l'objectif de ma recherche il est double. Je souhaite, dans un premier temps, venir comprendre quels sont les intérêts économiques, hygiéniques et politiques qui, une fois combinés aux nombreux progrès techniques qui se produisent au cours de cette période-là, ont rendu possible une métamorphose complète des capacités de production de la viande, ce qui nous a permis d'arriver peut-être au degré de production de masse qu'on connaît aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je souhaite aussi, dans le fond, réussir à saisir comment une espèce d'origine animale, désolé, qui est le cochon, est transformée, dans le fond, au cours de son cheminement dans le marché en un produit de consommation qui devient le porc. Alors, pour moi, l'idée de se pencher sur le porc et sur sa viande, ça semblait vraiment aller un peu de soi dans le contexte du Québec parce que c'est, premièrement, l'élevage de bétail qui est le plus important dans la province à l'époque de mon étude et encore aujourd'hui, mais aussi parce que au début du 20e siècle, c'est également une viande qui est plus fortement consommée au Québec qu'ailleurs dans le reste du pays. Du point de vue de la transformation industrielle de la viande qui se produit dans les abattoirs puis les salaisons, le porc, c'est aussi un choix qui est intéressant parce que c'est avec l'abattage du porc qu'on peut observer les premières formes de mécanisation qui ont été adoptées
comme le rail suspendu ou encore le retrait mécanique des pots. Puis, c'est aussi en regard de l'étourdissement des cochons dans les abattoirs que la législation canadienne sur l'abattage humain des animaux va être élaborée en premier. Pour s'intéresser au degré de transformation qui inclut l'animal, autant pour les sous-produits qui sont consommables que les sous-produits non consommables, comme le lard, la graisse, les charcuteries ou les conserves. Ma période de recherche, dans le fond, elle va commencer au début du 20e siècle, alors que j'ai pu remarquer dans les archives une augmentation de l'intervention dans le domaine de l'élevage, dont le but était vraiment de venir améliorer et moderniser la production à l'échelle canadienne. Puis, ma période vient se terminer au début des années 70, alors que dans l'après-guerre, autant au fédéral qu'au provincial, il y a eu comme une série de commissions d'enquête dont le but était de venir un peu corriger, ou du moins tenter de corriger les inégalités entre les producteurs, les industriels et les consommateurs au sein du système de production agricole. C'est aussi un moment important du point de vue de la consommation parce que le porc va commencer à subir un déclin important dans les pratiques de consommation, puis se faire dépasser en popularité autant par la volaille que le bœuf. Alors, ma problématique de recherche est construite autour de l'idée qu'au Québec et au Canada, au début du 20e siècle, l'État est vraiment l'un des principaux acteurs à initier une accélération du processus de commodification du porc et de sa viande. Alors, c'est vraiment avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, on peut remarquer que les paliers du gouvernement provincial et fédéral vont intensifier leur intervention dans la sphère de la production dans le but autant de subvenir aux besoins de l'économie de guerre que de soutenir la demande intérieure et celle des Alliés. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, un peu avant le déclenchement de la guerre, j'ai pu remarquer dans les archives que le ministère de l'Agriculture commence vraiment à encourager l'élevage du porc à bécune chez les cultivateurs parce que ça semble vraiment se présenter comme la façon peut-être la plus rationnelle et efficace d'écouler les sous-produits de notre principale industrie animale, qui est l'industrie laitière, donc les sous-produits des beurreries et des fromageries. Du côté du fédéral, ce que j'en comprends en ce moment, c'est que c'est vraiment les contrats d'exportation de bacon vers la Grande-Bretagne qui vont inciter le ministère de l'Agriculture à venir agir sur la production de porc du pays en encourageant de plusieurs façons, en encourageant par exemple une transition dans les races de porc qui sont élevées ou en stimulant la recherche scientifique en agriculture ou encore en encourageant le perfectionnement des capacités qui sont techniques de production, de réfrigération ou de transport. Donc, en filigrane de cette trame narrative qui est peut-être un peu plus marquée par la production, ma thèse va s'interroger aussi sur les facteurs qui, au même moment, vont transformer la demande des consommateurs, que ce soit l'urbanisation, la multiplication d'offres de commodités, la prolifération des conseils qui sont liés à l'alimentation ou la diversification des lieux de consommation et d'achat de la viande. Alors, je pense que c'est une problématique qui vient se distinguer de celles qui sont retrouvées dans l'historiographie parce que son objectif, c'est un peu de venir complexifier l'idée qui est plus répandue et qui est souvent influencée par le récit plutôt américain de l'industrialisation. Mais dans le fond, c'est l'idée que le progrès technique le progrès technique et les grandes entreprises qui ont permis le déploiement des capacités de production et de consommation de masse qu'on connaît aujourd'hui. Ma thèse, de son côté, va vraiment venir mettre de l'avant un cas précis où c'est plutôt l'État qui lui-même agit directement dans la création d'un secteur industriel, ce qui, j'espère, a vraiment le potentiel de venir peut-être enrichir la compréhension du rôle que joue l'État au sein du marché. Je veux aussi démontrer, grâce à la thèse, que l'État ne va pas simplement agir par une intervention qui est directe, comme en instaurant de la réglementation ou en offrant des subventions aux cultivateurs, mais aussi indirectement, que ce soit par l'investissement dans la recherche agronomique ou le développement du réseau de transport. La deuxième facette de ma thèse, elle s'intéresse peut-être plus spécifiquement à la transformation de la commodité elle-même, soit
d'un animal à une denrée qui est consommable, puis elle va s'inspirer plus fortement à ce moment-là des concepts marxistes et anthropologiques sur la théorie de la commodité. Je veux donc regarder comment ce processus de commodification, c'est pas seulement un processus qui se fait sentir à l'étape de la consommation, mais qui vraiment se manifeste à toutes les étapes de la chaîne de production et qui va jusqu'à transformer profondément la nature de l'animal lui-même, que ce soit par exemple en changeant son alimentation et son habitat ou en réduisant la variété des espèces qui existent afin de favoriser une production de viande standardisée. Donc, en faisant un examen de la mutation de la commodité, j'espère que ma thèse va arriver à relier certains aspects qui sont souvent plutôt isolés dans l'historiographie, comme la production et la consommation, parce que c'est tout autant les besoins de l'offre que de la demande qui ont vraiment une incidence sur le produit final. Donc, je vais maintenant vous présenter rapidement le corpus de sources. Dans le fond, mon corpus de sources se compose principalement de documents qu'on retrouve dans les fonds d'archives de 3 paliers de gouvernement, soit le municipal pour la Ville de Montréal, le provincial pour la province de Québec et le fédéral, et les publications officielles qui sont produites par ces 3 instances. Donc, dans les archives municipales, j'ai surtout trouvé des documents qui m'aident à mieux comprendre les enjeux d'hygiène et de salubrité qui sont en lien avec la présence des animaux dans la ville et la manipulation des viandes. Fait qu'à ce niveau-là, on arrive vraiment à observer la mise en place d'un appareil réglementaire qui vise à, d'une part, assainir la ville en pleine période d'urbanisation, mais aussi d'assurer une amélioration de la quantité et de la qualité de viande qui est offerte sur le marché montréalais. Pour ce qui est des archives du provincial, j'ai surtout sélectionné des sources qui vont témoigner de la participation du ministère de l'Agriculture dans le secteur de l'élevage, ce qui passe surtout par une production abondante puis une diffusion de savoirs scientifiques et agronomiques, de subventions qui sont offertes aux cultivateurs ou encore de différentes commissions d'enquête qui sont mises en place afin de régler les inégalités au sein de la chaîne de commodités. Finalement, du côté du fédéral, les fonds d'archives des 2 guerres, donc la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, puis celui du ministère de l'Agriculture, de leur côté, témoignent peut-être un peu plus des impératifs économiques qui vont venir vraiment pousser à une rationalisation et une modernisation de l'industrie porcine. Mais c'est des archives qui sont très utiles pour ma thèse parce qu'ils m'aident vraiment à comprendre peut-être la structure du système agroalimentaire canadien de production de la viande dans son ensemble. Dans les archives de la guerre, on trouve aussi beaucoup de propagande et de documents sur la consommation domestique qui vont permettre de mieux saisir, dans le fond, comment l'État vient s'immiscer au sein de la sphère privée et qu'il cherche à améliorer la diète populaire, tout en essayant en même temps de contrôler la consommation de la viande. Donc, je vais aussi avoir recours à des périodiques, dans le fond, pour enrichir mon examen des dynamiques qui sont liées à la production, la vente et la consommation. Donc, si je dirais qu'il y a des enjeux qui sont reliés à mon corpus, d'une part, il y a un côté, il y a peut-être une abondance de documents qui est présente dans les archives du fédéral, puis surtout dans le fond de la Commission des prix et du commerce en temps de guerre. Puis c'est comme un danger parce que ça peut avoir un effet de peut-être surévaluer l'importance de cette guerre-là au sein du récit plus large. Puis de l'autre côté, j'ai peut-être aussi un manque d'archives qui serait produit par les associations de consommateurs ou les consommateurs eux-mêmes, puis qui abordent directement la question de la viande. Donc, c'est pourquoi j'entends utiliser les périodiques pour aider à contrebalancer un peu cet aspect-là de ma thèse. Fait que pour conclure la présentation, je peux rapidement faire état de l'avancement des travaux. Dans le fond, moi, je crois que j'ai déjà complété un peu plus que 2 ans de mon doctorat. Alors, je suis assez avancée dans la collecte des sources en ce moment. Puis, j'ai déjà commencé à entamer le processus de dépouillement de certaines d'entre elles. Et j'envisage pouvoir commencer à rédiger mes premiers chapitres comme de contenu au début 2022. Voilà. Merci beaucoup, Marisha, pour ce tour de force, hein, d'essayer de faire le tour de tous ces enjeux. Alors maintenant, notre deuxième conférencière, Claudel Richard. Alors bonjour, moi dans le cadre de mon mémoire, je m'intéresse
au pendant un peu plus, comment dire, historique d'un phénomène, d'un sujet qui est très d'actualité, soit les systèmes de gestion des matières résiduelles à Montréal. Donc, bien simplement, puisqu'il n'y a pas grands historiens qui sont intéressés à la question, ma problématique de recherche, en fait, c'est de savoir selon quelle modalité s'est effectuée la mise sur pied d'un service de collecte et d'élimination des déchets à Montréal entre 1868 et 1920. Et pour l'instant, mes recherches montrent qu'un tel système apparaît quand les solutions individuelles prônées auparavant ne suffisent plus. Puis mes recherches montrent aussi que les Montréalais sont vraiment un moteur de changement dans les différentes pratiques de gestion des matières résiduelles. Les sources que j'ai utilisées proviennent principalement des archives de la Ville de Montréal. J'ai utilisé beaucoup de procès-verbaux et de rapports annuels des différents organes qui ont chapeauté le service d'enlèvement des déchets, comme le comité de santé, par exemple. Et en fait, ces documents-là permettent de cerner les contraintes économiques, techniques et spatiales de la mise en place d'un tel service du point de vue des autorités. Un autre type de source qui m'a vraiment donné plusieurs informations, eh bien, ce sont les journaux. J'en ai consulté plusieurs, comme La Patrie, La Presse ou encore le Daily Witness. Et ce qui est intéressant avec les journaux, en fait, c'est qu'ils relaient de plus en plus au cours du 19e siècle les plaintes et les suggestions de la population par rapport à la gestion des déchets. Et elle nous donne aussi des retranscriptions beaucoup plus vivantes des séances du Conseil de ville et des comités. Ça nous permet de mieux comprendre les motivations des échevins, les différents débats et les factions, puis aussi ça donne des indications sur la corruption sous-jacente dans la gestion des déchets qui n'apparaissent pas dans les sources administratives. Alors, on peut se demander pourquoi, premièrement, on a la nécessité de mettre un service de collecte des déchets. Eh bien, il faut savoir qu'au 19e siècle, Montréal connaît une véritable explosion démographique, tant du point de vue humain qu'animal, et les bêtes et les humains génèrent de grandes quantités de déchets. Aussi, au début du 19e siècle, les règlements sont plutôt laxistes et plutôt axés sur la responsabilité individuelle. Donc, par exemple, les règlements demandent aux Montréalais de participer à la corvée printanière en enlevant les déchets sur leur propriété. Ils demandent aussi aux gens de déposer leurs déchets eux-mêmes aux endroits désignés par la corporation municipale, comme le fleuve en hiver ou des terrains enclos. Par contre, les gens finissent par jeter leurs déchets un peu n'importe où et n'importe comment, notamment dans les différents cours d'eau qui sillonnent la ville de Montréal. Ça devient rapidement un problème sanitaire parce que leur eau qui était jadis potable devient imbuvable. Donc, on peut se demander aussi pourquoi les gens finissent par jeter ça un peu n'importe où. Eh bien, en fait, c'est parce que la réglementation montréalaise, à l'époque, avait un talon d'Achille assez important, soit son coût prohibitif pour la population. Il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas les moyens de se procurer un cheval et un chariot pour transporter leurs déchets aux endroits désignés. Donc, ils devaient faire affaire avec des charretiers. Mais eux demandaient des montants exorbitants. Donc, les journaux nous apprennent en effet que ça coûtait 3 par voyage de déchets en engageant un charretier, mais ça nous coûtait seulement 3 shillings d'amende si on était pris en flagrant délit de dépôt d'ordures illégales. Ça arrivait presque jamais parce qu'il y avait très peu de policiers qui surveillaient. Et on payait ça si on était condamné, ce qui arrivait aussi peu souvent parce qu'il y avait régulièrement des vices de procédure. Donc, bref, c'était plus pratique, moins cher et plus risqué d'enfreindre la réglementation. Mais comme les idéaux sanitaires du 19e siècle finissent par vanter les mérites d'une collecte de déchets régulière, eh bien, la population demande l'instauration de ce service-là à la ville. Donc, en 1868, on instaure le règlement 15 concernant les vidangeurs, mais il va être laissé sur les tablettes. Puis, il faut attendre 1870 avant que le règlement 46 sur les vidangeurs soit adopté et mis en vigueur. À partir de ce moment-là, on instaure une collecte effectuée par un entrepreneur privé une fois par semaine de nuit. Sauf que le système contractuel ne fonctionne pas très bien à ses débuts. On connaît une période d'instabilité. On a environ 6 entrepreneurs qui se sont succédés en 6 ans, et principalement parce qu'ils ont sous-estimé les capitaux, le matériel et les employés requis pour nettoyer une ville de la taille de Montréal. On note aussi plusieurs faillites et de nombreux bris de service qui finissent par exaspérer la population. À ce moment-là, eh bien, la ville décide de municipaliser une première fois le service d'enlèvement des déchets. Ça va être fait entre 1876 et 1879 et chapeauté par le département des chemins. On a environ de 9 à 14 employés du département qui se promènent dans la ville pour faire la collecte. Ils sont tellement efficaces, en fait, que le service est rapidement victime de son succès. Il y a de plus en plus de Montréalais qui l'utilisent. Ça augmente drastiquement la quantité de déchets charroyés et malheureusement, les budgets ne suivent pas, donc le service redevient rapidement médiocre. Alors, la ville décide de redonner le service à contrat. Et la période d'instabilité, en fait, va être
se terminer par l'entrée en scène de l'entrepreneur d'origine écossaise William Mann. Il apparaît comme l'homme de la situation dans les sources parce que la longévité de son contrat avec la ville tranche avec la priorité des ententes précédentes. M. Mann va obtenir le contrat pour le nettoyage des fosses d'aisance à partir de 1877 et celui pour la collecte des déchets à partir de 1879, puis il va les conserver jusqu'en 1893. M. Mann dispose d'environ 80 hommes et d'autant de chevaux pour effectuer la collecte, ce qui, on comprend, c'est beaucoup plus efficace que les 14 du département des chemins. Mais la lune de miel entre cet entrepreneur et les Montréalais ne va pas durer. Rapidement, les autorités reçoivent de nombreuses pétitions concernant l'ensemble du cycle de gestion des matières résiduelles. On se plaint que les contenants de déchets et les fosses d'aisance ne sont pas vidés. Je vous laisse imaginer l'odeur en pleine canicule. Les journaux font des reportages puis nous laissent l'image d'une ville de Montréal crasseuse, pleine de déchets dans les rues et avec des caniveaux qui s'apparentent plutôt à des fosses septiques. Puis aussi, on se plaint que les employés de M. Mann sont vraiment soit turbulents. En fait, on a plusieurs témoignages qui disent qu'ils volent du vin dans les caves des citoyens partis en vacances. Puis une fois bien éméchés, ils s'exercent à lancer les barils de déchets contre les bâtiments pour les briser. Aussi, au niveau du transport, les gens se plaignent surtout que les éboueurs empruntent des itinéraires répétitifs. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent voir jusqu'à 600 voyages de déchets passer devant chez eux chaque nuit. Mais à leur décharge, en fait, ils empruntent les trajets les plus et moins fatigants pour les chevaux. Mais l'étape, en fait, du cycle qui cause le plus de problèmes pour les Montréalais, c'est l'élimination. En fait, le contrat de M. Mann, au départ, stipule que les dépotoirs doivent être choisis à l'extérieur des limites de la ville, mais lorsque l'urbanisation des villes environnantes les rattrape, eh bien, ils se mettent à protester en raison des odeurs. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on croit que les odeurs causent les maladies, ce qui peut expliquer l'intolérance des gens face aux dépotoirs en partie. Donc, l'épidémie de variole de 1885 conscientise les élus montréalais au fait que cette solution n'est pas très juste pour les voisines. Donc, on se tourne vers l'incinération des ordures afin de les détruire. On accorde un contrat à cet effet à M. Mann, qui va construire un incinérateur pour matière fécale au Coteau Saint-Louis en 1885, puis un autre pour les déchets en 1886. Au début, c'est un succès. Son brevet d'incinérateur va même être pris à Chicago. Mais M. Mann aime beaucoup l'argent et décide d'arrêter d'incinérer les déchets presque entièrement et il préfère les déposer sur des terrains qui lui appartiennent un peu partout en ville, qui sont représentés ici sur la carte par les petits points rouges. Ce que ça lui permet de faire, en fait, c'est en remplissant les terrains avec des déchets puis en les nivelant, il peut les revendre à fort prix à des promoteurs immobiliers. Donc, on comprendra que pour lui, l'incinération est un peu moins payante. Mais on peut se demander, on s'entend que M. Mann a vraiment brisé plusieurs conditions de son contrat, mais il a quand même gardé son contrat environ 16 ans avec la ville. Pourquoi? Mais le système favorise un peu son monopole. Tout simplement parce que c'est faute de mieux. C'est vraiment le seul qui était capable d'assurer un semblant de régularité au service. On peut se référer aux anciens entrepreneurs. Aussi, il y a une petite parenthèse en 1885 où c'est les entrepreneurs du Maine et Lorrain qui prennent le contrat de déchets, mais au bout de 6 mois, ils sont remplacés parce qu'ils négligeaient tellement de déchets que la ville ressemblait vraiment à un dépotoir à ciel ouvert. Puis aussi, le système de contrat à court terme incite peu les concurrents de Mann à investir dans des installations coûteuses. Mais le plus grand pilier de son monopole, eh bien, c'est la corruption, tout simplement, à tous les échelons de l'appareil municipal. L'inspecteur sanitaire est de mèche avec Mann, puis il invalide les plaintes des citoyens au fur et à mesure. Mann distribue des pots de vin aux échevins pour qu'ils votent en sa faveur, puis accorde des exemptions de paiement. Puis, il est même relativement ami avec le maire McShane, au point que lui, il essaie de tenter de dissuader les concurrents de Mann de soumissionner. Mais à un moment donné, la population finit par en avoir marre. Donc, bref, il organise une espèce de mouvement pour la municipalisation. En fait, il y a des délégations d'électeurs qui se rendent chez leurs échevins pour demander la municipalisation. Il y a des menaces de charivari, des assemblées d'information publique sur les bienfaits de la municipalisation. Puis, elle va finalement être votée en 1893. Et elle va être chapeautée par le comité de santé et on crée alors un département de l'incinération. À partir de ce moment-là, la collecte est décentralisée en 3 districts. Puis, on augmente vraiment le nombre d'employés du département. Il passe de 90 en 1894 à plus de 320 en 1922. Il y a beaucoup moins de plaintes, en fait, pour le service à ce moment-là, à part quand il y a quelques petits bris de service causés par des manques de fonds de la part de la ville.
Au niveau du transport, rapidement, en fait, il y a quelques stations pour les chevaux qui sont réparties entre les différentes divisions. Puis aussi, on trouve... voilà, je reviens. Ici, justement, on voit les bennes à traîneau pour l'hiver et ici, les bennes pour l'été. Mais l'étape du cycle qui dérange, eh bien, encore une fois, c'est l'élimination des matières résiduelles, comme toujours, principalement pour une raison de phénomène de pas dans ma cour. En fait, les Montréalais s'entendent vraiment collectivement sur les bienfaits de l'incinération, mais quand on parle de l'implanter dans un quartier particulier, mais les habitants protestent. C'est le cas notamment à Pointe-Saint-Charles, comme on peut voir sur la petite caricature ici, mais ça n'empêche pas les autorités d'implanter l'incinérateur municipal à la ferme Grégory qui est située dans Pointe-Saint-Charles, un terrain d'ailleurs acheté à M. Mann. Et justement, on y construit un incinérateur en 1894 appelé l'incinérateur Thackeray. Sa cheminée mesure 53 mètres. Pour un ordre de grandeur, les cheminées de l'incinérateur des Carrières qu'on voit encore aujourd'hui à Montréal font 75 mètres. C'était vu comme l'un des incinérateurs les plus modernes en Amérique du Nord. Cependant, on avait prévu d'en construire un par division, ce qui ne sera pas fait. L'incinérateur Thackeray va être le seul construit dans la période que j'ai étudiée. Ici, on peut voir l'intérieur un petit peu de l'incinérateur. Et à cause de ça, il va falloir avoir recours à des dépotoirs municipaux. Ici, on voit un dépotoir sur la rue Mentana, ici, celui sur la rue Fulham. Ici, on voit une vue un peu plus nette du dépotoir Gregory. Mais on remplit aussi des anciennes carrières puis qui deviennent des parcs, sont devenus des parcs aujourd'hui, comme le parc Wilfrid-Laurier ou encore le parc Crémazie. Donc, rendu là, on peut se demander est-ce que ce n'est pas un peu un retour vers la case départ, puisque la population se plaint de nouveau des dépotoirs, puisque l'urbanisation fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'habitations autour de ces installations-là. Et puis, en fait, oui et non, parce qu'on l'a vu, l'incinérateur Thackeray, sa technologie est dépassée rapidement, puis en plus, il n'est pas secondé par d'autres incinérateurs. Puis on rajoute par là-dessus le fait qu'il s'est détruit par le feu, en fait, en 1920. Et puis, la ville avait eu la brillante idée de ne pas l'assurer contre le feu. Donc, la ville se retrouve sans incinérateur pendant au moins 10 ans. Et à cause de ça, les principaux dépotoirs atteignent leur capacité maximale, ce qui rappelle la situation dans le Grand Montréal actuellement. Il faut trouver des terrains encore plus loin en ville, ce qui pose problème au niveau du kilométrage parce que les chevaux se fatiguent de plus en plus. Donc là où est-ce qu'on assiste peut-être à justement une évolution, c'est qu'à partir des années 20, on rentre dans une période où les voitures et les camions commencent à être de plus en plus utilisés dans le service, notamment pour le transport des déchets. Puis cette phase de mécanisation-là, eh bien, elle caractérise le service de collecte encore de nos jours. Puis finalement, puisque la ville peine un petit peu à suivre le rythme de son urbanisation, il y a de nombreuses associations citoyennes qui vont s'unir pour remettre au goût du jour les corvées printanières au tournant des années 1910, ce qui montre encore une fois que les Montréalais se trouvent vraiment au cœur de l'évolution des pratiques de gestion des matières résiduelles à Montréal. Voilà, c'était tout pour moi. Alors, merci Claudel. Alors maintenant, notre dernière conférencière, Mélissa Benjamin, et nous changeons un peu de milieu et d'époque. Donc, Mélissa. Donc, avec ce mémoire, mon but premier était d'inciter les lecteurs à réfléchir sur les liens entre l'histoire, le cinéma et l'enseignement par rapport aux représentations de l'Antiquité. J'ai restreint mon sujet avec la question suivante. Quels sont les clichés véhiculés sur la gladiature dans les films Gladiator de Ridley Scott et Pompéi de Paul Anderson et présents dans les représentations que les étudiants et étudiantes de cégep se font des gladiateurs? J'ai ajouté à cela une brève discussion sur l'enseignement de l'Antiquité par les films de fiction historique. Mon premier chapitre, qui est une historiographie, fait donc un tour d'horizon sur les liens qui unissent les trois disciplines autour des axes Antiquité et gladiateurs. Je parcours d'abord l'évolution du regard historique sur les gladiateurs, qui passe de brutes sanguinaires au vu des premiers ouvrages du 18e, 19e siècle, jusqu'à l'archéologie expérimentale de nos jours qui lui redonne leur gloire de réels sportifs. Néanmoins, encore aujourd'hui, les spécialistes du domaine luttent contre les mêmes stéréotypes qu'au siècle précédent, tels le combat à mort, l'esclave maltraité et les combats free-for-all, qui sont mes trois clichés principaux, toujours véhiculés dans la culture populaire. D'ailleurs, la vision des latinistes comme Claude Aziza sur le péplum est très claire. Péplum, je rectifie, étant un film dont l'action se déroule dans l'Antiquité, péplum. Donc, ces films maintiennent une image fantasmagorique de l'Antiquité depuis si longtemps
que tenter de rectifier leur véracité historique est inutile, selon Claude Aziza. C'est aussi ce qui rend cette période aussi malléable par le cinéma. De nombreux historiens, toutes périodes confondues, sont maintenant impliqués dans la relecture de l'histoire par le cinéma. Certains vont même devenir cinéastes, tels Christian Delage ou Vincent Guillemot. Ils tentent de nous faire comprendre que le cinéma a son langage propre, visuel, artistique, commercial, qui est incompatible avec celui scientifique véridique des historiens traditionnels, et donc que son analyse ne peut pas être autre que différente. C'est une autre vérité, c'est une autre histoire. Pour l'enseignement de l'histoire par les films de fiction, selon une étude de 2015 de Sasseville et Marquis, au Québec, pour ce qui est du secondaire, on n'a malheureusement pas d'études pour le collégial, l'usage principal des films en classe est axé, ouverture de guillemets, sur le repérage de l'information ou la mémorisation en utilisant des questions courtes ou des lignes du temps, fermez les guillemets. Et selon l'étude de Russell en 2012, la majorité, ouverture de guillemets, des enseignants et enseignantes du secondaire, toutes matières confondues, n'ont pas reçu de formation spécifique sur l'usage du film d'histoire en classe. Fermez les guillemets. Cette pauvre utilisation donc, des films en classe porte les étudiants et les étudiantes à négliger la critique du film et de les regarder plus comme une fenêtre sur le passé. Dans mon second chapitre, j'analyse plus particulièrement les 3 clichés, donc le combat à mort, l'esclave maltraité et le combat free-for-all. Je vais seulement prendre ici l'exemple du cliché du combat free-for-all que je définis comme suit. Donc, c'est un combat dont la représentation des combats gladiateurs est anarchique. Ces engagements sont sans règles. Les combattants peuvent se battre contre n'importe qui ou n'importe quoi, exemple lion et tigre. N'importe quelle arme ou armure peuvent être utilisées. Il n'y a aucune technique de combat spécifique à la gladiature, sauf une tendance à l'utilisation de l'épée par les protagonistes. Donc, évidemment, on retrouve ce cliché dans de nombreuses scènes de nos 2 péplums, Gladiateur et Pompéi. Vous comprendrez que ce cliché est entièrement faux. Durant la période du Haut Empire, qui correspond à la période de nos 2 films, la gladiature est hautement codifiée et encadrée. On retrouve d'ailleurs des arbitres qui sont reconnaissables par leur toge et leur bâton pour s'assurer du bon déroulement du duel. Ironiquement, on retrouve dans le film Pompéi des peintures sur les murs de l'arène qui montrent la présence de ces arbitres. Mais on voit qu'évidemment, ces arbitres sont aucunement présents dans le film. L'équipement des gladiateurs est défini selon leur armatura, qui signifie leur type de gladiateur, qui inclut autant un équipement spécifique qu'une technique de combat qui lui est associée. Voici quelques exemples d'armaturae qui ont existé, tels le thrace, le myrmillon, le sécutor et le rétiaire. Néanmoins, le cliché est né et a prospéré dans la culture populaire, entre autres dû aux préjugés moraux, donc qu'on inclut les valeurs judéo-chrétiennes qui ont entouré cette activité dès les premiers chrétiens et qui ont été entretenus par les chercheurs, comme j'ai dit, du 18e, 19e et même 20e siècle. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'interprétation des textes, des iconographies. Il y a eu de la généralisation pour certains cas d'exception. Par exemple, des combats organisés par l'empereur Commode, qui étaient, même par les contemporains, aucunement considérés comme de la gladiature, mais seulement des boucheries, ont été utilisés par certains chercheurs comme preuve de la cruauté de ces combats. Il y a eu beaucoup d'inter-influence aussi entre chercheurs et artistes, artistes à chercheurs. Il y a eu beaucoup d'exagération dans la culture populaire et bien entendu, un manque de remise en question à un certain point des textes des prédécesseurs. Néanmoins, toutes ces erreurs et tout ce qui a propagé et fait naître ce cliché peut servir à des jeunes chercheurs ou à des étudiants pour mieux comprendre les propres erreurs à éviter dans ces recherches historiques. Parce que toutes les informations dans ce chapitre, où je replace le cliché dans son histoire propre face à sa réalité historique, sont en fait un outil en soi pour un historien ou un enseignant qui voudrait utiliser les mêmes exemples que moi en classe. Le but étant que les étudiants choisissent un cliché et le décortiquent par lui-même par une recherche de type donc historique. J'ajoute à ça l'analyse filmique des 2 films, où je rappelle, entre autres, que les clichés sont
sont là pour conforter aussi l'auditoire dans ce qu'il croit connaître des gladiateurs. Les clichés le ramènent dans son imaginaire à son concept de l'Antiquité et lui permet de fantasmer à un monde qui n'est pas le sien, présenté comme ancien, exotique, violent et donc moins civilisé que le sien, tout en étant à la fois proche, entre autres par une actualisation et une transposition des valeurs contemporaines, entre autres qui jugent ce sport. Et c'est ce qui participe en partie donc à l'utilisation des clichés malgré le support de conseillers historiques dans ce type de production. Les clichés sont une forme donc de dialogue entre le public et le cinéaste qui ne raconte pas donc l'Antiquité romaine, mais sa vision du monde actuel dont le spectateur fait partie. Mon troisième chapitre est consacré à l'analyse donc de 146 questionnaires répondus par des étudiants et étudiantes de cégep de la grande région de Montréal, qui me permet de voir la présence et les répercussions de ces clichés dans leur imaginaire sur l'Antiquité et sur la gladiature. J'ai analysé donc dans ce questionnaire une section de 6 questions à réponse courte, une section de 19 questions à choix de réponse et une dernière section qui comprendait une question à développement. À la question à réponse courte, décrivez ce qu'est un gladiateur selon vous. Les mots les plus utilisés ont fait ressortir les points populaires pour décrire un gladiateur, soit un esclave, fort, combattant avec une épée pour divertir. Néanmoins, dans l'ensemble des questions à réponse courte, j'ai remarqué que 46 sujets témoignaient d'une image confuse ou mixte d'un gladiateur. Étaient souvent mélangés donc avec des militaires romains, des Spartiates ou même des chevaliers du Moyen Âge. La section à choix de réponse, elle, est vraiment venue consolider la présence des 3 clichés chez les étudiants et étudiantes. En résumé, le cliché du combat free-for-all est présent avec une moyenne de 62%, le combat à mort avec une moyenne de 59% et le cliché d'esclave maltraité avec une moyenne de 46%. Bien d'autres informations très pertinentes, intéressantes sont apparues avec l'analyse de ce questionnaire. Mais rapidement, je vais simplement mentionner que 97 sujets sur les 46 ont attribué une valeur historique au film dit Péplum et qu'à la question à développement, lorsque vous répondiez à toutes les questions, d'où tiriez-vous vos informations, les films et les cours sont les éléments les plus mentionnés, respectivement par 106 sujets et 104 sujets. Donc, ces 2 affirmations viennent nous rappeler aussi ce qu'on a mentionné plus tôt par rapport au fait que les films de fiction sont rarement analysés, mais trop souvent perçus par les spectateurs comme des fenêtres sur le passé. Il ressort aussi le constat que les sujets qui ont vu des péplums ont majoritairement une image plus claire de l'Antiquité et de la gladiature, contrairement à ceux qui n'en ont vu aucun. Je n'ai pas mentionné tantôt aussi, mais à la base, il y avait 161 questionnaires et 15 d'entre eux n'ont pas été retenus dû au fait qu'ils n'avaient aucune connaissance de ce qu'était un gladiateur et ça donne aussi qu'ils n'avaient vu aucun péplum. C'est un constat qui s'aligne aussi avec l'étude de Kelly et Elliott en 2000, qui démontre que les informations provenant de films et téléséries sont plus facilement retenues que les informations provenant des cours ou de lecture. Tout cela nous prépare donc à notre discussion, car en plus de cette étude, celle de Boutonnet en 2015 montre que, ouverture des guillemets, l'intégration d'un récit historique véhiculé par un film historique n'est pas subie passivement. Il dépend avant tout des représentations préalables au visionnement, représentations que les croyances des spectateurs et spectatrices renforcent positivement ou négativement. Fermez les guillemets. Il est donc conseillé de déconstruire les représentations fautives d'un concept pour favoriser la construction de représentations plus près de la vérité historique. C'est pour ça que ça m'amène à proposer aux historiens et aux enseignants des activités pédagogiques qui prennent en compte les représentations initiales de leurs étudiants et étudiantes sur la gladiature, entre autres à l'aide de questionnaires comme celui que j'ai proposé, apportant ainsi donc un regard pour les étudiants sur leur propre biais avant de faire une recherche historique sur les clichés. Recherche historique qu'on invite à faire avec la connaissance des 6 concepts de la pensée historique développés par Seixas et Morton en 2013, et évidemment une fin d'activité qui, évidemment, prend en compte l'analyse filmique
du film pour développer aussi leur aspect critique vis-à-vis de ce médium qui parle plus de notre époque que de l'Antiquité. Merci. Alors, merci beaucoup, Mélissa. Merci à Claudel et à Marisha. Donc, maintenant, la parole est à vous. Je vais demander à Véronica s'il y a des questions qui sont apparues dans le clavardage pendant les présentations. Sinon, vous pouvez si vous le souhaitez, réallumer vos caméras, lever vos mains, vous manifester pour poser des questions. Voilà. Oui, donc ça sera à main levée parce qu'il n'y a pas eu de questions dans le clavardage. Donc, comme Joanne le mentionne, vous pouvez simplement lever la main, puis on va prendre en compte vos questions de vive voix. Il y a une question, M. Mathieu, Benjamin Oui. Mathieu qui a une question. Bonjour. Deux questions, en fait, pour deux boursières différentes. D'abord, pour Marisha, je me demandais la production publicitaire pour le port, quel est le ratio entre public et privé? Le public s'est investi dans ce milieu, commencé à faire, pendant la guerre, vous avez mentionné. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, une domination du public ou du privé, ou si c'est à peu près équivalent dans la production de matériel publicitaire? Et j'aurais une question pour Mélissa, à savoir si il existe des analyses se penchant sur les différents points d'ancrage des peplums, les différentes époques représentantes de ces films. Est-ce qu'il y a des éléments quant aux personnages, en fait, quoi que ce soit, de très caractéristiques dans ces peplums qui différeraient, admettons, d'un peplum diffusé dans les années 70 et un en 2003, admettons. Est-ce que ce type d'analyse existe? Donc, l'une de vous deux peut répondre en premier. Peut-être commencer par Marisha pour suivre l'ordre des questions. Oui, parfait. Bien, merci pour ta question. Dans le fond, je dirais que peut-être ce qui se distingue, c'est que la publicité qui pourrait être faite plus par les différents paliers de gouvernement, c'est sûr qu'il y a le contexte de la guerre qui vient ajouter les directives alimentaires qui sont publiées à ce moment-là en page pleine, souvent dans des journaux. Fait que ça, c'était peut-être une façon de conseiller la population aux différentes façons de consommer. Mais à l'époque que j'étudie, il n'y a pas encore nécessairement d'association. Il n'y a pas comme l'association des producteurs de porc du Québec n'existe pas encore ou est va apparaître vers les années, je pense, en 66 que c'est formé. C'est sûr qu'eux autres, ils n'ont pas encore comme une organe de publicité. Pour ce qui est de la publicité qui fait la promotion de des produits, ça va être vraiment plutôt des compagnies privées. Puis, c'est le marché au Canada est dominé par trois ou quatre entreprises de production de viande à cette époque-là. Donc, il n'y a pas, même Maple Leaf, que, mettons, aujourd'hui, on pourrait peut-être plus penser en lien avec le porc et le jambon. C'est pas encore un acteur qui est présent sur le marché. Donc, c'est Canada Packers, Swift Canadian, qui est comme la filiale canadienne de la compagnie américaine. Puis ensuite, Burns and Food, mais eux autres se spécialisent un peu plus dans le bœuf. Donc, à Montréal, dans le contexte montréalais, il y a aussi quelques entreprises spécifiques à Montréal, dont Will Seal, qui serait peut-être la plus importante. Mais ouais, c'est ça. En termes de publicité dans les journaux et dans les périodiques, je dirais que ça serait plus privé. Par contre, le gouvernement peut aussi, lui, publie aussi beaucoup de pamphlets d'informations sur l'alimentation. Fait qu'à travers ça, on peut quand même voir des conseils alimentaires qui encouragent la consommation des produits locaux et québécois et canadiens. Fait que ça peut être une autre forme de publicité, peut-être. Merci. Je ne suis pas certaine d'avoir saisi l'ampleur de ta question, mais basiquement, il y a énormément de recherches qui ont été faites sur les peplums dans différents aspects. Il y a des analyses sur même les divers clichés sur les peplums. Tu sais, moi, je me suis focusée sur les gladiateurs parce qu'en fait, il y en a tellement de clichés dans les peplums, c'est impressionnant. Il
il y a des âges qu'on appelle pour les péplums. Il y a 3 âges particuliers, comme l'âge d'or dans les années 50-60, le revival qu'on appelle avec les années 2000 avec Gladiator, puis même un aussi qui est comme les premiers. Le premier péplum date de l'âge du cinéma avec un court vidéo des Lumières sur Néron essayant des poisons. Donc, il y a les latinistes, justement, comme Claude Zadiza, qui est un grand spécialiste des péplums, pas juste au niveau cinéma, mais aussi littéraire, bande dessinée, etc. Oui, il va y avoir des analyses sur les différences entre ces âges-là, sur évidemment, il y a une grosse influence sur les péplums du passé, sur ceux d'aujourd'hui. Je n'ai pas pu en parler là-dedans, mais entre autres, Spartacus de Kubrick est une grosse influence encore sur les péplums d'aujourd'hui. On retrouve même des phrases presque similaires, autant dans Gladiateur que dans Pompéi, que dans celle de Spartacus. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, sur le fly de même, les personnages féminins, j'imagine, qui sont introduits ici et là, sont plus présents, sont plus actives que passives, ou aucune idée. En tout cas, je lance la question, réflexion peut-être. Ben, le péplum est un genre cliché en soi, stéréotypé en soi. Donc, la femme a généralement le pattern du stéréotype féminin. C'est souvent la méchante brune et la gentille blonde. C'est souvent la demoiselle en détresse, la jeune chrétienne qu'il faut gagner le cœur parce qu'on est un méchant païen. Comme, même avec Pompéi en 2014, on lui donne un petit peu de torque là, parce qu'elle essaie de se rebeller légèrement contre le sénateur puis dire non, je l'aime, laisse-le tranquille. Mais c'est pas fameux toujours, non. Oui, il y a une question de Myriam. Puis, si je peux me permettre, avant, il y a quelqu'un qui me posait une question pour Mélissa dans le clavardage. Donc, je propose de la poser, puis ensuite, on ira à Myriam. Donc, encore pour toi, Mélissa, il y a une question qui est un peu sur ton corpus là, de recherche. Donc, dans quel cégep furent distribués les questionnaires? Puis, est-ce que tu as vu une différence dans les langues, dans les réponses selon la langue? Parce qu'il y a cégep anglophone, francophone, là, si j'ai compris. Donc, si tu peux juste éclaircir un peu, puis après ça, on passe à la question suivante. Il y a le cégep de Rosemont, le cégep Édouard-Montpetit, le cégep Dawson. Je pense que c'est ça. Puis là-dedans, il y avait 6 classes réparties dans ces cégeps-là. Il y avait un seul groupe en histoire et civilisation. Les autres étaient en sciences humaines, profil qui contenait un cours d'histoire, mais ils étaient tous en début de parcours, donc n'avaient techniquement pas vraiment vu le cours sur l'Antiquité, ou encore moins nécessairement l'Antiquité ne parle pas nécessairement des gladiateurs dans leur cours. Il y avait de minces différences entre francophones et anglophones. Entre autres, que j'ai cru comprendre de par mon analyse à cause des BD Astérix et Obélix. Clairement, les francophones ont vu Astérix et Obélix et ont fait des références en ce sens, alors qu'aucunement pour les anglophones. Il y avait des différences aussi pour les anglophones. Il y a le terme « sword and sandals » pour les péplums, donc des mots qui revenaient plus souvent, qui n'étaient pas très présents chez les francophones. Mais sinon, en long et en large, c'était très similaire. Comme les mots principaux, il y avait carrément leur traduction en français comme en anglais. C'était assez clair. Sinon, c'est sûr qu'il y avait une différence aussi pour le groupe d'histoire et civilisation qui, de base, on sent qu'il y a un intérêt plus fort pour l'histoire, avait une vision plus proche de la réalité, soit stéréotypée, comme le gladiateur qu'on connaît dans les péplums, ou plus proche de la vérité historique. Donc, eux, en général, c'était assez fort leur idée de la gladiature, tandis que
Dans les autres groupes, donc, je ne sais pas si j'ai eu le temps de le mentionner, je ne savais pas si je le dirais ou pas, mais 15 questionnaires, il y en avait 161 au début, 15 questionnaires donc n'ont pas été retenus dû à une absence totale de connaissance de ce qu'était un gladiateur. Genre, aucune idée de c'est quoi cette chose. C'était plus comme dans les groupes autant francophones qu'anglophones, mais pas dans l'histoire de la civilisation. Quand je parlais de vision mixte et confuse d'un gladiateur, ça allait même au-delà donc de la vision stéréotypée qu'on a, parce que c'est une vision qui est quand même claire, donc dans les films, etc. Tandis que la vision confuse et mixte, c'est vraiment des gens que là, ou pas trop sûr, je sais que c'est un combattant, mais à part de ça, c'était pas mal mitigé là, avec plein d'autres choses. Sinon, c'est ça, pour ce corpus-là, les différences en soi, je n'ai pas fait de différence avec vraiment les féminins, masculins ou l'âge ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment une image globale. Ça m'aurait pris plus de texte aussi. J'avais déjà 150 pages. Fait qu'il fallait limiter à quelque part. Là. Mais sinon, c'est ça. C'est bon. Merci. J'inviterai Myriam à poser sa question. Oui, bonjour. Alors moi, c'est une question qui s'adresse à Mélissa. J'ai l'impression que son sujet suscite beaucoup de réflexions, d'interrogations. C'est le but de ce choix. Et du coup, je me demandais si, justement, dans le cadre de ton mémoire, tu adoptais le parti pris que tu évoquais, qui est celui de Claude Aziza, et qui établit que les représentations sont tellement ancrées et de manière lointaine qu'il est inutile de les combattre. Et moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ce parti pris, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des pistes, justement, en matière de pédagogie, dans la mesure où le traçage en fait, de la généalogie de ces représentations constitue un vecteur de connaissance et de savoir en soi. Donc, par exemple, le fait de remonter aux peintres pompiers, aux peintres académiques qui ont participé à l'ancrage en fait, de ces représentations, avec notamment, je pense, au policier Werso, qui a introduit l'idée qu'il était courant que les gladiateurs se fassent abattre lorsqu'ils perdaient, qui est absolument faux. Hein. Les sources aujourd'hui nous permettent de le voir. Est-ce que ça ne constitue pas matière à enseignement et à transmission de savoir, justement, sur la question de comment les représentations se forgent au fil du temps et qui a participé à les diffuser? Je te dirais oui et non, dans le sens que il y a des faits sur les gladiateurs qui sont connus depuis une cinquantaine d'années, et même au-delà, et même une centaine d'années, que c'est déjà prouvé, documenté, que certains clichés donc étaient faux, que c'était une mauvaise interprétation, etc. Mais effectivement, le cliché était déjà entré dans la littérature, dans les représentations visuelles, au cinéma, qui atteint tellement plus largement le public en général dans la culture populaire que des livres, des cours ou des recherches. Donc, ce que Claude Aziza dit, c'est que, entre autres, effectivement, c'est tellement ancré dans la culture populaire qu'on ne veut même plus les défaire. Les artistes utilisent ces clichés-là pour faire ressortir la violence, pour faire une comparaison avec un système, une valeur, etc. Donc, ce sont un langage maintenant. Ce n'est plus juste comme une image telle quelle, c'est l'Antiquité fantasmée. C'est un concept maintenant en soi. Donc, effectivement, même si on écrit un texte, un article, qu'on fait une conférence sur le sujet, oui, je vais remonter. Dans mon texte, c'est exactement ce que je fais. Je remonte aux origines du cliché pour montrer
qu'est-ce qui a starté ça? Pardon l'anglicisme. Qu'est-ce qui a commencé la chose et qu'est-ce qui l'a entretenu et amplifié? Donc, et comment on est revenu à la remise en question de ce cliché et on est revenu à la réalité historique par, entre autres, des nouvelles techniques comme l'archéologie expérimentale pour revenir à la réalité. Mais tout ça n'atteindra jamais la population générale comme les clichés le font encore de nos jours et depuis une centaine d'années. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on est, on est en train de prendre aussi le contre-pied de ça avec des séries qui de plus en plus vont s'attacher à être au plus près de la vérité, même si ce n'est pas toujours parfait. Je pense à la série Rome, par exemple, qui prend le contre-pied de... Il y a quand même plus de documents, enfin, il y a plus de... il y a un niveau d'authenticité et de véracité dans Rome qu'il n'y a pas du tout dans Gladiator, par exemple. Et Rome est pleine de contre-vérités, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui s'approche, qui tend. Et il y a ce souci de solliciter des historiens. Le problème, c'est que ça reste une histoire en images. Ça ne pourra jamais apporter les nuances, les références, le degré de spécificité qu'on peut le faire en tant qu'historien dans nos écrits. Ça reste une histoire en images. Et pour ça, il y a le côté artistique aussi, la liberté d'expression et un paquet d'autres choses, comme j'ai nommé, qu'il y a aussi beaucoup l'aspect des valeurs contemporaines qui se reflètent là-dedans. Et ça, je pense qu'on ne pourra jamais réellement, on peut pas, les historiens ont focusé très longtemps justement à critiquer les films, critiquer les téléséries, essayer de faire des documentaires à la place ou whatever, pour essayer de tabasser les cinéastes. Vous êtes pas, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que les historiens s'acharnent sur les films. Au contraire, le but de mon mémoire, c'est prenez ces films-là qui animent autant les gens, qui leur donnent le goût de connaître l'histoire et mettons-le à notre profit. Comment le mettre à notre profit? C'est ça. Là est pourquoi j'ai dit oui et non. La raison pourquoi je ne suis pas d'accord avec Claude Aziza, c'est que la seule façon donc, de rectifier ça, c'est par l'enseignement. C'est en rendant le public plus critique, plus alerte à ce que les films de fiction ne sont pas une fenêtre sur le passé, même si, dans mon questionnaire, il y en a beaucoup qui, comme je disais, il y en a 46 ou 47 qui disent « oui, ces films-là ont une valeur historique ». Il y en a aussi une vingtaine qui ont dit « oui et non ». Puis il y en a beaucoup qui disaient « je ne sais pas exactement ce qui est faux, je ne sais pas exactement ce qui est vrai, je ne sais pas comment distinguer ce qui est vrai ou ce qui est faux, fait que je vais prendre en globalité, ça doit être pas mal ça ». Et l'objectif, c'est de doter les étudiants, les élèves d'un appareil critique pour pouvoir discerner ce qui, dans le film, est à prendre. Ils doivent d'abord comprendre c'est quoi qui leur est présenté. C'est un film. Ce n'est pas une histoire sur les gladiateurs. Il faut d'abord comprendre le support sur lequel on analyse cette histoire-là. Et il faut comprendre ensuite qu'est-ce qui est représenté, pourquoi on le représente comme ça. Donc, c'est par l'enseignement de l'esprit critique face au film que, toute période confondue, je parle beaucoup de l'Antiquité parce que c'est une période qui est particulièrement facile donc à massacrer, historiquement parlant, mais toutes les périodes mériteraient que les étudiants, le plus tôt possible, soient initiés à l'analyse filmique. Merci. Merci beaucoup pour cet échange. Rapidement, dans le clavardage, il y a 3 questions un peu en vrac pour Claudel, puis je me permettrai peut-être de conclure avec ces 3 questions-là. Donc, Claudel, j'y vais peut-être une à la suite de l'autre, ça va être plus simple parce que si je te pose les 3, ça va peut-être être un peu intense. Donc, il y avait Joanne qui se demandait justement dans les quartiers bourgeois ou les banlieues bourgeoises, quelles solutions sont retenues pour faire face aux déchets? Bien, en fait, ce qui est intéressant, je pensais qu'il y avait une différence. Avant de commencer, j'aurais cru justement qu'il y avait une différence entre les secteurs plus bourgeois de la ville. Je ne me suis pas intéressée aux banlieues, par exemple, dans le cadre de mon mémoire. Mais en fait, pas vraiment. La seule différence que j'ai vue, c'est avant vraiment ma période puis la mise en place d'un service, c'est que la réglementation obligeait les habitants ou les secteurs où les rues étaient pavées de nettoyer le devant de leur maison, d'arroser les rues, par exemple, par les pompiers pour enlever les déchets
des voies. Puis la différence que ça faisait, en fait, c'est que c'était les quartiers bourgeois qui avaient des rues pavées. Les faubourgs autour n'avaient pas de rues pavées et c'est là que la population moins fortunée habitait. Donc, la différence, elle n'était pas... C'était pas conscient, je crois, mais dans les faits, vu que l'urbanisation se faisait plus dans les faubourgs, ben c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé qu'il fallait une solution plus globale pour l'ensemble de la ville. Sinon, en tant que tel, pour la période étudiée, justement, on voit que les citoyens de toutes les classes sociales sont fâchés quand ça ne fonctionne pas. Puis la seule différence notable qu'on a vue, c'est que M. Mann avait tendance à demander à ses employés de mieux nettoyer dans les quartiers des médecins pour qu'eux puissent témoigner en sa faveur. Mais c'est pas, sinon, en tant que tel, les gens étaient assez unis dans leur lutte pour un service de déchets qui est acceptable. Merci. Ensuite, il y a quelqu'un qui se demande justement quels étaient les principaux impacts sur la population quand il y avait des conflits entre la ville et le service de collecte des déchets. Ben, en fait, la première période, celle où j'ai dit qu'il y avait justement 6 entrepreneurs en 6 ans qui sont succédés, on voit en fait, le problème, c'est que les déchets ne sont pas ramassés. Donc, ça devient un problème. Eux, ils croyaient que c'était un problème surtout pour les maladies à cause des odeurs, mais on sait que si ce n'est pas les odeurs, ça peut être, par exemple, les micro-organismes qui prolifèrent dans des carcasses d'animaux, par exemple, qui peuvent devenir dangereuses, ou le fait que les fosses d'aisance ne soient pas vidées. Donc, c'était surtout des problèmes sanitaires, je dirais vraiment, là, parce qu'il y a des rapports ou des reportages de journaux, il y a des carcasses d'animaux vraiment partout dans la ville, dépendamment des périodes. Il y a des périodes où les fosses d'aisance ne sont pas vidées en plein été, puis avec la chaleur, fait fermenter le tout, et on s'entend qu'il y a plusieurs maladies qui se transmettent par les selles, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est des risques sanitaires, puis aussi des risques, c'est surtout peut-être des impacts, on peut dire, visuels et olfactifs, parce que quand on prend, par exemple, ça marche le soir en été, on cherche un peu d'air frais, il n'y avait pas d'air conditionné à l'époque, évidemment, bien, ça sentait pas bon, ça nuisait un peu à l'expérience urbaine, si on peut dire. Merci. Puis je terminerai avec une dernière question. Donc, toujours pour toi, Claudel, quelles étaient les relations entre les différents services de la ville vis-à-vis de la pratique du remplissage des terrains? Bien, si on parle de la période de M. Mann, j'ai pas vraiment dans les sources, il n'y a pas vraiment de services de la ville qui sont pleins de la situation. Puis si, par exemple, lorsqu'on rentre dans la municipalisation avec le département de l'incinération, eux aussi continuent à remplir des terrains. Mais c'est souvent, en fait, on se rend compte, c'est souvent la demande des citoyens. Les déchets, là, j'avais pas beaucoup de temps, mais c'est souvent vu comme quelque chose de dégoûtant, de pas souhaitable. Mais on se rend compte que ça avait aussi une dimension utile parce que les gens, justement, lorsqu'ils achetaient, par exemple, une grande propriété, puis ils voulaient la niveler pour construire des bâtiments, bien, il y avait besoin de quelque chose pour la remplir. Puis qu'est-ce qui était facile à se procurer? Des déchets, des cendres. Donc, on pouvait remplir avec ça. Aussi, le service des parcs qui demandait régulièrement au département de l'incinération de remplir soit des anciennes carrières ou des terrains qu'on achetait pour faire des parcs, justement avec des déchets pour niveler. Donc, peut-être que ça va choquer ou déranger certaines personnes, mais il y a vraiment plusieurs parcs à Montréal qui ont été en partie ou en totalité bâtis sur des déchets. Donc, oui, mais il y avait vraiment une dimension utile, je vous dirais. Donc, les services étaient plutôt favorables à ça. Ce n'était pas nécessairement toujours vu comme un mal. Ça pouvait aussi être utile, les déchets. Ce qui est intéressant, c'est ni tout noir ni tout blanc dans cette histoire. Merci beaucoup. Alors, en mon nom personnel, je remercierai les 3 boursières ainsi que les gens qui se sont joints à nous. Puis je laisserai peut-être Joanne pour le mot de la fin. C'est un mot de la fin très bref. Donc, comme Véronique elle disait, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Claudel, à Mélissa, à Marisha de nous faire profiter de ces années d'investissement, de recherche, de passion pour leur sujet. Je rappelle que nous poursuivons notre série de midi du laboratoire en 2022 et notre pratique, c'est de nous retrouver le dernier jeudi du mois, donc à la fin janvier. Nous aurons une présentation qui abordera cette fois-ci des aspects de l'histoire du plateau Mont-Royal et notamment des recherches qui ont été faites sur des groupes communautaires actifs à divers titres dans différents secteurs dans le plateau pendant la période d'après-guerre. Principalement. Donc, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et de revenir nous retrouver au mois de janvier et dans les mois qui suivront. Alors, merci beaucoup et bonne journée. Et félicitations à Mélissa, Claudel et à Marisha. Merci.